Bonjour, à quelques jours de l'épreuve écrite du baccalauréat, nous allons parler aujourd'hui d'une dissertation possible sur Manon Lescaut, l'œuvre de l'abbé Prévost. Dans son avis d'auteur, l'abbé Prévost écrit « Outre le plaisir d'une lecture agréable, on trouvera dans Manon Lescaut peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs. » On peut être un peu surpris quand on sait que c'est un roman qui raconte une histoire d'amour libertin entre un jeune chevalier séduit par une courtisane et ce projet extrêmement moraliste de l'auteur qui lui-même porte d'ailleurs le titre d'abbé. On se demandera donc s'il n'y a pas une ambiguïté dans cette double mission que se fixe l'abbé Prévost et si les objectifs de plaquérer, plaire et doquérer, instruire sont compatibles à la lecture de cette œuvre. En effet, l'aspect distrayant du roman permet-il au lecteur de réfléchir sur ce qui serait la bonne conduite à tenir, une attitude vertueuse? Est-ce que ce roman fait l'apologie des amours libertines ou au contraire en propose-t-il la condamnation? Dans un premier temps, ce qui nous frappe, c'est que Manon Lescaut propose une histoire distrayante qui a donc pour but de plaire au lecteur. C'est le verbe plaquérer que nous avons dans la devise plaquérer et doquérer. D'abord parce que c'est une très belle histoire d'amour. C'est l'histoire d'un coup de foudre entre deux jeunes gens, c'est ce qu'on appelle une idylle. Et on pourrait penser que le lecteur, comme Des Grieux lorsqu'il tombe sous le charme de Manon, tombe sous le charme de ces jeunes gens qui vont vivre une histoire rocambolesque d'amour impossible. D'ailleurs, Des Grieux dit à propos de Manon quand il l'a vue, « Elle me parut si charmante que je me trouvais enflammée jusqu'au transport. » La force des passions qui unit les deux personnages peut être un élément qui va nourrir le plaisir du lecteur et l'éloigner finalement d'une réflexion morale. Le deuxième aspect qui peut intéresser aussi et divertir le lecteur, c'est la dimension réaliste de ce roman d'aventure. En effet, quand je parle de réalisme, je veux dire qu'il fait allusion à des lieux qui existent vraiment, des villes comme Amiens, comme Passy, comme Chaillot, comme Saint-Denis, des quartiers de Paris, des établissements comme Saint-Sulpice, la Sorbonne, les prisons de Saint-Lazare, l'hôpital général qui est devenu l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui sont donc des éléments de crédibilité qui sont renforcés par le fait que l'abbé Prévost désigne les personnages par des lettres auxquelles il associe des points de suspension, comme pour nous faire croire qu'il s'agit de personnes réelles dont il voudrait cacher l'identité. Cette illusion du vrai, elle va également donc participer au plaisir du lecteur, au plaisir du spectateur et nous éloigner finalement, encore une fois, d'une dimension avant tout moraliste. Un troisième plaisir du lecteur vient de la dimension rocambolesque du récit. Exil, évasion, enlèvement, meurtre, déguisement, travestissement sont autant de dimensions qui vont énormément plaire aux lecteurs de l'époque. Des Grieux affrontent plusieurs dangers par amour pour les beaux yeux de sa belle. Nous sommes surpris, parfois même un peu agacé des multiples rebondissements puisqu'à chaque fois il pardonne à Manon ses infidélités. Le roman se termine au Nouvelle-Orléans, à l'époque on ne disait pas la Nouvelle-Orléans mais le Nouvel-Orléans, ce qui donne lieu à des descriptions exotiques. Manon meurt en plein désert, d'épuisement, enfin ce sont autant d'éléments et de registres différents qui vont participer au plaisir de la lecture. Ces éléments divertissants qui contribuent au plaisir romanesque peuvent nous sembler éloignés du traité de morale. Et c'est pourtant une des fonctions principales que l'abbé Prévost donne à son récit. Alors un traité de morale, pourquoi ? D'abord parce que ce roman, c'est un exemple terrible, écrit l'abbé Prévost, de la force des passions. Un petit peu d'ailleurs comme l'année dernière, vous avez peut-être entendu parler du roman La Princesse de Clèves, où Madame de Lafayette montre les dangers qu'il y a à s'éloigner de la vertu. Eh bien, l'abbé Prévost dit qu'il nous montre finalement ce qu'il ne faudrait pas suivre, c'est-à-dire le fait de commettre des délits par amour pour satisfaire sa passion. Donc des délits, on en a plusieurs. Ça peut être par exemple
l'argent que l'on vole au fils de Monsieur de GM, ça peut être également le fait d'enlever Manon de l'hôpital, de tuer un garde, ça peut être également des transgressions qui conduisent des grilleux par exemple à s'insérer dans un cercle de jeu et à y tricher éhontément et qui mènent d'ailleurs parfois à la mort, puisque c'est le cas du frère de Manon qui se fait assassiner en pleine rue. Donc on a quand même beaucoup d'exemples qui nous prouvent que s'éloigner de la vertu est dangereux. Montesquieu dit à propos des personnages de Manon Lescaut, le héros est un fripon et l'héroïne une catin. Ce sont des termes forts qui nous montrent bien combien ces personnages peuvent apparaître immoraux. Un scélérat, le frère de Manon, un fripon, un jeune homme de bonne famille qui se écarte du bon chemin, une jeune fille qui est prête à tout pour satisfaire ses envies de luxe, on est bien loin de la moralité. Et pourtant, il est un personnage dans ce roman qui représente la ligne de conduite à suivre, il s'agit de Tiberge. Tiberge, meilleur ami de Des Grieux, qui prouve ses qualités de loyauté, de droiture, de fidélité en amitié, puisque plusieurs fois il viendra en aide à son ami et il se réjouira lorsqu'il pense que Des Grieux est rentré dans le droit chemin en reprenant ses études de théologie. C'est un personnage qui s'éloigne du libertinage et qui correspond à l'idéal janséniste qui est en vigueur dans une partie de la population depuis le XVIIe siècle, qui est vraiment l'idée que seule la vertu peut conduire au bonheur et à la tranquillité de l'âme. On peut voir aussi dans le dénouement du roman le triomphe d'une certaine vertu, parce que c'est vrai que Tiberge c'est un modèle, mais il faut quand même bien le dire, personne ne rêve de la vie de Tiberge, qui nous semble un petit peu monotone et ennuyeuse. Alors qu'à la fin du roman, quand les amants s'exilent et quand Des Grieux donc suit Manon en Louisiane, il y a à ce moment-là une espèce d'idéal de vie simple qui est exotique, qui se mène, peut-être inspiré de romans comme Paul et Virginie, par exemple, de Bernardin de Saint-Pierre. Et avant que le gouverneur ne découvre qu'ils ne sont pas mariés et veuille marier Manon à son neveu, alors qu'ils sont encore sous sa protection, il y a une espèce d'idéal de vie simple. Manon est éloignée des tentations du luxe de la capitale et semble avoir réalisé que son bonheur peut être dans cet amour avec Des Grieux. Donc finalement la vertu, elle s'impose quand même à la fin du roman, même s'il est trop tard et que l'héroïne mourra tragiquement dans le désert et sous les larmes de son amant. Dans une première partie, vous avez montré l'immoralité de ce roman qui montre des mœurs libertins. Dans une deuxième partie, vous avez montré au contraire sa tentative de moralité. Dans une troisième partie, vous allez pouvoir voir que ce roman finalement n'est ni immoral, ni moral, mais peut-être un roman de mœurs. Alors, ça va vous permettre un dépassement. Qu'est-ce que c'est un roman de mœurs? C'est un roman qui nous renseigne sur les mœurs, sur les habitudes, sur les coutumes, sur les façons de penser de son époque. Alors, c'est un roman de mœurs parce que d'abord, finalement, c'est un moment de dénonciation. Manon et Des Grieux, ils agissent en dehors des lois, certes, mais ils représentent pleinement son époque et ses travers. S'ils peuvent agir comme ils font, employer des hommes de main, tricher, c'est que la société du XVIIIe siècle permet cette corruption. Et donc on a un regard de l'abbé Prévost sur sa propre société et sur des tentations auxquelles lui-même, en tant qu'homme, il a été soumis. Donc c'est également un roman de mœurs parce qu'il reflète son époque. On est dans une période charnière. L'histoire du roman commence en 1715. Louis XIV, à la morale extrêmement rigoriste, vient de décéder et va succéder avec un Louis XV qui est encore trop jeune pour régner, une période de régence. Et pendant cette période de régence, donc c'est Philippe d'Orléans qui devient régent jusqu'en 1723, la frange de la population, ce qu'on appelle les libertins, et qui justement jusqu'à maintenant était vraiment muselée,
et dans le secret, va un petit peu profiter de cette période de relâchement des mœurs pour faire entendre aussi sa voix. Donc le roman, il porte toutes ces pensées contradictoires qui ont lieu à l'époque, et en représentant donc Tiberge, dont on a parlé tout à l'heure, l'ami vertueux, le père de Descrieux, porteur des vieilles valeurs de la noblesse, mais également cette jeunesse qui a envie de profiter de la vie et des plaisirs de la vie, et qui est représentée pas seulement par Manon, mais aussi par tous ceux qui veulent devenir son amant. On voit bien que c'est un roman qui est à la croisée des mœurs de son époque et qui représente vraiment les contradictions qu'on a dans ce milieu de XVIIIe siècle. Enfin, si on veut avoir une lecture un petit peu plus moderne, et vous pouvez vous y autoriser, hein, vous êtes des lecteurs de 2023, on peut aussi voir une réflexion sur la place de la femme. Parce que finalement, Manon, qu'est-ce qu'elle a comme choix? Si elle s'adonne au plaisir et qu'elle veut vivre ses désirs, elle est contrainte d'être courtisane. Si elle veut être vertueuse, il faut qu'elle renonce à ce qui finalement, selon elle, fait le sel de sa vie. Et elle n'a pas la possibilité de subvenir par elle-même à ses besoins. Donc finalement, quand Descrieux la rencontre à Amiens, on suppose que ses parents veulent l'envoyer au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir. Donc en fait, on voit que Manon est aussi une femme qui va vouloir assumer ses désirs dans cette société du XVIIIe siècle, et c'est un modèle libertin qui peut aussi nous interroger sur la place de la femme, et son destin tragique montre aussi le peu de possibilités qui sont offertes aux femmes à l'époque. Donc finalement, en conclusion, ce qu'on va pouvoir expliquer, c'est que ce roman, c'est un roman qui va évoquer le franchissement des limites. D'accord? Franchissement des limites parce que finalement, les limites, elles sont posées par les parents, par l'ami, par l'église, par la vertu, etc. Et elles sont sans cesse dépassées. On a cette espèce de volonté des jeunes héros, que sont Descrieux et Manon, d'être heureux sur Terre. Et ça, c'est quelque chose qui, en soi, peut gêner une pensée rigoriste et janséniste, d'accéder à une forme de bonheur sur Terre. Et finalement, cette vertu qu'ils ont du mal à s'approprier ou qu'ils ont du mal à respecter dans la durée, elle est sans cesse mise en balance avec l'idée du bonheur ici et maintenant, et pas dans une vie céleste. Alors voilà, ce sont des héros qui séduisent parce que peut-être ce sont des héros qui font de l'amour et du bonheur une priorité. Les autorités ne s'y sont pas trompées dans cette ambiguïté qu'il y a entre moralité et immoralité. Certes, la vie de l'auteur avait certainement pour but d'éloigner la censure, mais on sait que le roman qui avait été publié est très vite condamné à l'autodafé. En effet, le texte qui le condamne dit « Le vice et le débordement y sont peints avec des traits qui n'en donnent pas assez d'horreur. » Il est fort probable que les aventures du chevalier du chevalier Descrieux et de Manon soient un petit peu trop séduisante et montre que finalement cette vie pleine de tumulte qui certes se termine tragiquement n'est-elle pas plus enviable qu'une vie sage mais finalement assez ennuyeuse. C'est une des questions que l'on peut se poser aujourd'hui, et certainement que l'ambiguïté a fait du tort au roman qui s'est trouvé donc condamné malgré les protestations de son auteur. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne réussite à cet examen.